un voyage dans le mouvement de la vie, une expérience de rencontre avec soi, les autres et le monde. Je suis Camille Fitoussi, exploratrice de nos complexités d'humains et de nos systèmes, coach professionnel certifiée et fondatrice du cabinet Co-Perspectives. Avec Move & Meet, partons ensemble à la rencontre d'experts de l'accompagnement humain et d'entrepreneurs qui créent notre monde de demain. Au gré du chemin, je vais aussi vous confier mes histoires de coaching, prise de conscience et réflexion. J'ai à cœur de vous accompagner à concrétiser vos rêves. Alors Move & Meet et laissez-vous surprendre. Continuons notre aventure avec Pauline. Avec ce deuxième épisode, on va explorer ensemble les engagements qu'a pris Pauline, notamment envers des objectifs de développement durable et avec quelques conseils si vous voulez orienter votre carrière vous aussi dans ce sens. Bonne écoute! Pour te refaire le parcours assez rapidement, donc je suis entrée à HEC, il y a eu 2 années académiques et 1 année de stage. Ensuite, on est parti avec ce projet qu'on a appelé Aqua, parce qu'on se centrait sur des problématiques d'accès à l'eau, sur ce projet autour du monde avec ses 3 amis. Ça, c'était une année de césure. Et ensuite, j'ai fini mon master à HEC, qui à la fois m'a donné la possibilité de prendre une année de césure dont je te parlais, et à la fois offre ce master qui s'appelle le master SASI, Sustainability and Social Innovation, qui est incroyable et par lequel j'ai eu la chance de passer. Et je te le mentionne parce que j'ai la chance aussi de travailler pour ce master en ce moment, je t'expliquerai. J'ai été étudiante au sein de ce master et juste après, j'ai déménagé à Calcutta. Et en fait, je sais pas, la coïncidence de vie, ça s'est plutôt bien goupillé, c'est-à-dire que le partenaire que je m'étais trouvé sur le campus en France, du nom de Megdout, a fini par devenir mon mari. Et il se trouve que sa famille à Calcutta, son père est le fondateur et le président de ce grand groupe du secteur de l'éducation. Enfin, on n'invente pas ce genre de coïncidence, on les invente pas. Et donc en fait, bon, c'était un petit dilemme parce que quand je suis arrivée, je me suis dit, est-ce que je travaille avec ma belle famille ou est-ce que je fais quelque chose d'indépendant? C'était compliqué parce que je voulais, comme je te disais, je savais que je voulais travailler dans le secteur de l'éducation, mais je ne pouvais pas. Par diplomatie familiale, finalement rejoindre un concurrent de ma belle famille dans le secteur de l'éducation. Donc je me suis dit, bon, ok, on va tenter le fait de travailler dans le secteur, dans le groupe de la belle famille. Mais c'est intéressant ce que tu dis, t'as un souhait, t'as un vœu, et finalement il y a la vie qui t'apporte sur un plateau une opportunité. Et te pose la question de est-ce qu'elle est légitime à prendre ou pas, cette opportunité, alors qu'en fait, c'est peut-être ça. Et c'était pas une décision facile à prendre, et ça me creuse toujours un petit peu l'esprit, c'est parce que je pense que l'époque dans laquelle je suis née, on te dit qu'en tant que femme, il faut que tu sois indépendante, il faut que... Tu vois, je me suis sentie dans un premier temps, et c'est plus trop le cas heureusement, mais dans un premier temps, je me suis sentie un peu collée au stéréotype de la femme qui suit son mari et sa famille dans sa localité, parce que donc j'ai déménagé à Calcutta, qui est donc sa ville. Et après, j'ai rejoint le groupe de famille. Dans ma tête, c'était est-ce que j'ai été pistonnée? Est-ce que je mérite ce poste au sein de ce groupe familial? Enfin voilà, tout ce type de questionnement. Je me sentais aussi un peu, entre guillemets, la femme trophée, c'est-à-dire... Je me souviendrai toujours, je crois, de ce moment. Je venais d'arriver en Inde, je venais de déménager à Calcutta, et mon beau-père me présente à son board dans le groupe de famille. Le groupe s'appelle Techno India, et il dit à tout le monde, "This is Pauline. Megdout fetched her from Europe." Et donc, si tu traduis, fetch, tu dirais, il l'a collecté depuis l'Europe, en fait. Okay. C'est comme si tu allais chercher de l'eau et que tu l'as ramené au village, en fait. Okay.
c'était maladroit de sa part et c'était pas forcément à 100% de sa faute parce il parle pas très bien anglais, donc c'était une maladresse qui était pas intentionnelle. Et il n'y a pas de souci là-dessus, mais je pense que ça en disait beaucoup sur le fait que voilà, j'arrivais un peu comme une fleur dans un grand groupe du secteur et dans une grande famille déjà localement très ancrée, très, très bien connectée, assez connue localement. Et donc voilà, je me suis toujours un peu sentie... Enfin non, disons ça comme ça. J'ai fait tout mon possible pour ne pas me sentir et ne pas être perçue comme la femme d'eux. Et je pense que le fait d'avoir creusé au préalable un petit peu cette niche au carrefour entre l'éducation et le développement durable m'a permis de trouver ce refuge un peu, et ce focus un peu professionnel qui a fait que, au fur et à mesure du temps, j'ai trouvé mon indépendance et j'ai trouvé mes sujets et maintenant je suis complètement complètement indépendante et un petit peu reconnue en local parce que je travaille sur ces sujets-là. Et d'ailleurs, c'était intéressant parce que moi, je sortais d'un master donc à HEC sur ces sujets qui vient d'ailleurs de fêter ses 20 ans. Et quand je suis arrivée à Calcutta et à Techno India, c'était des sujets inexistants. En tout cas qui n'étaient pas explicitement mis en valeur et mis en avant par le groupe et sa stratégie. Et donc, je me suis positionnée comme une intrapreneur au sein de Techno India pour faire un peu éclore ces sujets et faire en sorte de proposer, in fine, de manière obligatoire à tous les étudiants du groupe le fait de travailler et d'avoir peut-être aussi des aspirations de carrière liées au développement durable et à l'impact social et environnemental. Et donc, ça a pris du temps. J'aurais bien aimé pouvoir être plus patiente avec moi au début. Maintenant, avec du recul, je me dis, t'as pas été très sympa avec toi-même. Mais tu vois, j'étais arrivée en mode... avec le stress de l'intégration rapide, c'est-à-dire que du coup, en fait, t'as vraiment une différence entre quand tu voyages et tu sais que tu as un billet de retour chez toi, ou quand tu voyages et tu sais que c'est pour de bon. Moi, j'étais partie pour de bon. Enfin, je savais que. Je vois de quoi tu parles. Et donc, j'étais arrivée avec mon stress de. Faut que j'apprenne la langue, il faut que je me fasse mes. Encore une fois, parce que je ne voulais pas être la femme d'eux, je voulais tenir debout par moi-même et me faire mon propre trou. Donc, apprendre la langue locale, c'était un peu recommencer une vie à zéro, entre guillemets, parce que je connaissais personne à part ma belle famille, ce qui est devenu ma belle famille. Donc, apprendre la langue, me faire mes propres amis, me reconstruire une crédibilité professionnelle, comprendre comment naviguer une culture locale, personnelle et professionnelle complètement différente, ce genre de choses. Et donc, je suis arrivée avec du stress, de l'impatience. Et je me dis, mais en fait, Pauline, avec le recul que j'ai maintenant, je me dis, mais tout le monde serait passé par au moins 1, 2, 3 ans de transition. Et c'est complètement normal quand tu changes d'univers comme ça. Toi, grosse exigence avec toi-même. Et je fais un petit parallèle. Avant qu'on commence cet épisode, on évoquait l'idée de se dire à quel point j'écoute mes propres besoins, à quel point je m'adapte à ceux des autres. Est-ce qu'il y a quelque chose à conjuguer entre les deux? Et là, je retrouve ça dans ce que tu dis sur je veux être indépendante, suivre ma voie, et en même temps, j'ai une opportunité qui arrive de l'environnement extérieur, et à quel point je me fonds là-dedans ou pas, et trouver un intermédiaire, et pas faire du soit ça, mais quelque chose entre les deux qui conjugue les deux besoins. Tu l'as peut-être trouvé avec cet intrapreneuriat dans cette société. Et c'est un vrai questionnement. C'est applicable à tout, en fait. Le fait de chercher la nuance plutôt que de se dire c'est tout noir ou c'est tout blanc. Et ça s'applique à tout. C'est-à-dire que, par exemple, quand j'ai pris la décision de déménager à Calcutta, je me suis dit... j'abandonne ma famille, je laisse tout derrière.
Alors qu'en fait, tu es là-bas, et ben non, tu as plein de moyens de garder contact avec ta famille, avec tes proches. J'appelle ma grand-mère plus quand je suis à Calcutta que quand quand je suis à Paris. Pareil pour mes parents, de manière générale. Tu as toujours des moyens de trouver cette nuance-là et de t'éloigner du blanc-noir qui est dangereux, en fait. De la même manière, oui, il faut trouver ton indépendance et rester toi-même, mais être ouvert au fait d'apprendre ce que peut t'apporter une nouvelle culture comme la culture indienne. Et ça a été un petit peu... ça chamboule un petit peu au début parce que tu as envie d'être forte dans tes bottes et dans tes valeurs et dans ta propre personnalité, mais en fait, t'es tellement... l'environnement est tellement différent qu'il te challenge sur ses propres vérités par rapport à toi. Et tu te rends compte que de toute façon, c'est pas toi qui va changer la culture indienne, c'est à toi de t'adapter aussi et de savoir un peu absorber le bon de la culture. Donc parce que tu as la chance de te positionner comme un pont entre deux cultures, la tienne et ta culture d'accueil, tu as la chance de pouvoir être juge et prendre le meilleur des deux, tu vois, et essayer parce qu'il y a tellement de très belles choses dans la culture indienne. Un des derniers exemples que je donnerai là, c'est j'étais arrivée avec mon état d'esprit un peu occidental, indépendante, en mode on s'installe chez tes parents quelque temps, mais après on va se trouver un appart à nous, c'est bon quoi. Et en fait, là aussi, la culture indienne vient te questionner là-dessus parce que c'est une construction sociale occidentale, en fait, de vouloir et presque devoir socialement sortir du nid parental à tes 18 ans et voler de tes propres ailes. C'est bien, mais c'est bien uniquement quand c'est réfléchi et que c'est justifié. Sinon, il y a rien de mal à vivre en communauté avec sa famille. Et finalement, on a fini par rester 4 ans sous le même toit que mes beaux-parents. Bon, il y a eu la pandémie entre deux aussi, et c'était très bien d'être ensemble pendant ces confinements, etc., bien sûr. Mais déjà, ses parents sont incroyables. Et puis, la cohabitation se passait très bien. Il y a de très beaux avantages à apprendre à vivre en communauté avec tes propres parents, tes frères et sœurs, au lieu de chercher à être indépendante et seule, alors que finalement, ça se justifie pas tout le temps. Donc voilà, faire un petit peu l'amalgame des deux et être assez flexible et te laisser aller, te laisser surprendre aussi parce que te donne ces nouveaux inputs que tu peux avoir au fil de ta vie. Avoir la sagesse de remettre en cause ce que tu croyais vrai et de remettre tout à plat et de te dire en fait ça n'a pas de sens ce que je faisais avant et je vais le faire autrement. Donc ça prend du temps, mais voilà, il y a tout ça qui s'est... Ouais, ça me parle beaucoup, de questionner ses certitudes. Complètement. Ouais. Bon, après, il y a à apprendre et à laisser. C'est-à-dire que, par exemple, en Inde, et c'est un peu cliché pour moi de dire ça, mais il y a une vérité là-dessus, c'est, par exemple, la ponctualité. Bon, c'est pas la ponctualité à l'allemande où tu es à l'heure si tu as un quart d'heure d'avance. Là, c'est tu es à l'heure si tu as une demi-heure de retard. Mais, et ça, pour le coup, je ne le conçois pas. C'est-à-dire que même en Inde, je fais de mon mieux pour garder cette ponctualité que j'ai appris par le passé. T'es arrivée très à l'heure à notre rendez-vous. Et je me suis demandé, tu vois, je me suis dit, comment on va me refuse. Non, ça m'arrive d'être un petit peu plus en retard, plus qu'avant ma vie indienne. Mais voilà, il y a à apprendre et à laisser des deux côtés. Et je pense que c'est important, même si je le fais pas assez, et ça c'est aussi un autre truc que j'ai envie de creuser, de te forcer à avoir de la réflexivité sur ce que tu vis au quotidien ou régulièrement en tout cas. C'est-à-dire que si tu vis ta vie sans te poser et réfléchir à que ça s'est passé, tu vois, à abstraire, faire abstraction un peu de ce qui se passe de ta vie, bah tu n'es pas capable en fait de te rendre compte de toutes les opportunités à prendre ou à laisser qui peuvent finalement faire de toi ce que tu vas être dans le futur. Tu les laisses passer, tu réfléchis pas, t'agis la tête dans le guidon, et je pense que
pense que tu loupes beaucoup d'éléments si tu prends pas, je sais pas, le temps de faire un peu d'écriture libre une fois de temps en temps, de te dire attends, ça s'est passé hier, oh j'ai vécu ça ce matin, et d'en tirer un peu des conclusions abstraites et empiriques et qui te permettent d'avancer et de faire sens de ta propre ligne de vie comme on en parlait tout à l'heure. Mais tout à l'heure. Donc voilà, je sais pas pourquoi Ok, je vais te remettre là-dessus, mais juste par rapport à ça, tu arrives à prendre ces temps de réflexivité? De plus en plus, parce que j'ai réfléchi sur cette réflexivité et je me rends compte avec le temps d'à quel point elle est importante en fait, cette réflexivité. Et je m'en suis rendu compte notamment en m'essayant à l'écriture. Et c'est de l'écriture gratuite, c'est-à-dire que c'est pas de l'écriture utilitariste dans le sens je vais poster je vais écrire un bouquin ou je vais poster un article sur LinkedIn ou je sais pas quoi. Je trouve que l'écriture libre et désintéressée, que je ne fais pas encore assez souvent, mais de plus en plus, elle a pour avantage d'ancrer ce qui est bordélique dans ton esprit. Et non seulement elle ancre, mais elle fixe ta mémoire aussi. Et elle te permet de verbaliser à l'écrit et puis après, du coup, à l'oral, dans certaines conversations que tu peux avoir avec tes proches, etc. Et c'est très important d'avoir ces éléments de langage sur toi-même et de pouvoir construire ces conversations. Tu ne les construis que si tu es conscient de ce que tu vis au quotidien. Et je pense que si tu prends pas ce temps-là, bah t'as pas, tu construis pas ta vie en profondeur. Tu laisses passer et quand c'est passé, c'est passé. Ça me fait peur d'ailleurs de penser à ça. C'est-à-dire que tu rates l'occasion de tirer un apprentissage ou une conclusion de ce que tu as. Et il y en a tous les jours. À chaque minute, tu peux tirer quelque chose de... C'est vertigineux. C'est le faux mot de l'opportunité dans l'instant même. Ouais, exactement. Et pour moi, je pense que j'ai pas forcément une mémoire particulièrement puissante. L'écriture est pour le coup un outil très puissant si tu veux fixer les choses dans ton esprit. Donc voilà, une des autres compétences, une des autres habitudes que j'ai envie de pérenniser. J'aurais envie de te poser la question aussi, en quoi cette réflexivité a pu te permettre de faire des réorientations ou des choix justement, mais c'est presque une question qui est en ligne de mire de peut-être toute notre conversation. Donc à garder un peu en suspens. Et si on en revient à, donc tu arrives à Calcutta avec ton stress, ton exigence avec toi-même, et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe? Donc j'arrive, je m'essaye à un début de carrière au sein du groupe de ma belle famille, pour toutes les raisons évoquées plus haut. Et mais comme je te disais, voilà, je suis consciente. Et encore une fois, je pense que ça, c'est aussi de la réflexivité, se connaître assez pour se dire que tu as envie de travailler sur ces sujets-là, que tu es compétente sur ces sujets-là et que tu ne veux pas forcément te disperser. Et donc, je suis arrivée avec cette clarté d'esprit j'ai étudié, j'ai travaillé sur les sujets de développement durable et d'innovation sociale. J'ai envie de travailler dans le secteur de l'éducation. Donc du coup, ça a été assez clair pour moi dans ma tête, notamment parce qu'on m'a aussi donné la liberté et le choix de le faire au sein de Techno India, que j'allais prendre cette position. Sur le papier, ça a pris la forme de Sustainability Director de Techno India, mais cette position d'être un peu la créatrice du département développement durable de Techno India finalement, et arriver avec cette clarté, ça a un petit peu facilité et accéléré les choses et mon positionnement carrière dans ce nouvel environnement. À partir de là, et très rapidement, j'ai découvert l'échelle à l'indienne. C'est-à-dire que tout est démesuré. Oh là là, non mais toi t'es allée en Inde récemment aussi, mais du coup t'as peut-être compris ces enjeux-là. Tu arrives avec ton petit état d'esprit à la française, à l'européenne, tu débarques en Inde et les chiffres sont complètement différents, les échelles sont complètement différentes, tout est démultiplié. Et donc, par exemple, Techno India, on parle d'un groupe de près de 100 000 étudiants. Bon, et toi, tu arrives comme une petite fleur.
t'arrives comme une petite fleur et t'es là, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Sachant que c'était un groupe dans lequel, effectivement, on ne parlait pas de développement durable. Je commence par où? Qu'est-ce que je peux faire toute seule? Parce que il n'y avait pas d'écosystème, ou je ne le connaissais pas, cet écosystème de professionnels qui travaillaient déjà sur ces sujets en local. Et je me suis très, très rapidement rendu compte, dans une culture qui n'était pas la mienne, dans des politiques internes à Techno-India que je ne comprenais pas, dans une famille qui n'était pas encore, dans laquelle je me sentais pas encore à 100% à l'aise, etc. Je me suis dit, oula, aucun moyen que j'y arrive toute seule. Pas possible. Et donc là, tu commences à jouer le jeu de la collaboration et tu te dis, ok, il faut que je trouve des gens qui parlent la même langue professionnelle que moi et qui comprennent les enjeux de l'environnemental et du social. Et en plus de ça, en Inde, tu l'as peut-être senti aussi, quand tu te concentres sur les enjeux d'enseignement supérieur, c'est pas vraiment comme en France, et notamment dans les universités très bien placées en France, mais où, par exemple, les enjeux, c'est être le numéro 1 de la recherche, faire avancer les sujets. En Inde, c'est tu suis un enseignement supérieur pour avoir le boulot derrière. Le premier KPI de l'enseignement supérieur, c'est ce qu'on appelle le placement. C'est ta capacité à décrocher un emploi qui te permet à la fois, toi, de te pérenniser, mais aussi de faire vivre ta famille. Et ça, c'est des sujets très ancrés en Inde, où tu as beaucoup encore ce qu'on appelle des first generation learners, donc des étudiants en ce moment à Techno-India, dont les parents n'ont pas eu d'éducation supérieure. Donc les enjeux sont complètement différents. Et donc, si tu veux construire ton cas en faveur des carrières à impact, il faut que tu prouves par A plus B aux étudiants qui étudient maintenant qu'il y a des carrières derrière à impact. Et que non seulement il y en a, mais elles te rapportent un minimum d'argent pour te faire vivre, et toi et ta famille. Donc, pas facile, ok? Pas facile, parce que des carrières à impact, c'est pas celles qui forcément sont les mieux rémunérées. L'entrepreneuriat social, c'est la galère au début, l'entrepreneuriat de manière générale. Donc, c'est pas des chemins de carrière évidentes à pitcher aux étudiants. Et donc, j'avais ça à pitcher et je ne peux rien faire seule. En fait, je me suis rapidement dit qu'il fallait que je structure le réseau, un réseau de professionnels qui me permettrait de livrer une preuve directe et charnelle de, tu vois, il y a des professionnels qui en font leur carrière. Et donc, j'ai cofondé une entreprise sociale qui s'appelle Y East il y a 5 ans, donc peut-être 4-5 mois après mon arrivée à Calcutta, qui faisait exactement ça, c'est-à-dire qui a maintenant Y East, c'est un réseau de 200 organisations dans l'est de l'Inde, d'où le nom Y East, parce que je voulais vraiment que ça s'ancre dans East India, dans l'Inde de l'Est. Et qui maintenant rassemble 200 organisations et avec lesquelles on joue des synergies, notamment avec Techno-India et avec lesquelles je peux effectivement faire émerger un certain nombre d'expertises au bénéfice des étudiants grâce à ce réseau. Voilà. Donc, j'ai passé trop de temps encore. Mais donc ça a été ma vie à Calcutta pendant ces 5 dernières années. Ça a été jongler entre des responsabilités à Techno-India et la responsabilité en tant qu'entrepreneur social que j'avais prise en créant Y East. Donc ça a été le chemin sur ces 5 dernières années. Entre-temps, il y a eu la pandémie et pendant la pandémie, un peu, c'était une sorte de temps d'arrêt où on sortait plus de chez nous. Et du coup, c'était aussi le moment où j'avais envie de me rapprocher à nouveau des réseaux français et de là où je venais finalement. Donc j'ai pris un emploi à temps partiel à distance avec une organisation à Paris qui s'appelle The Learning Planet Institute. Via lequel on se connaît. Donc voilà, j'étais à distance, je travaillais à hauteur de 1 jour et demi, 2 jours par semaine pour eux. Ça m'a fait vraiment remettre un pied dans les écosystèmes du secteur de l'éducation en France, puisqu'en fait, The Learning Planet Institute, anciennement appelé le CRI, le Centre de recherche interdisciplinaire, est une organisation, c'est une ONG, une association absolument magnifique qui se centre en termes d'éducation, de recherche et d'entrepreneuriat sur les sujets
notamment des sciences de l'apprentissage et de l'éducation. Et j'y animais une communauté d'organisation au niveau mondial qui se concentrait sur les sujets d'éducation et développement durable. Et donc, en fait, il y avait beaucoup de connexions entre ce que je faisais avec WAIST pour la mise en réseau de ces organisations dans l'Est de l'Inde et ce que je faisais avec Learning Planet pour la mise en réseau et l'animation de communauté de ce réseau-là. Donc ça a été un peu ça pendant 2-3 ans. Et après, comme on en parlait tout à l'heure, grosse surprise, alors que je pensais qu'on allait vivre à Calcutta pour le reste de nos jours, et j'avais complètement accepté cette réalité, et avec un peu de temps bien sûr, après cette transition un petit peu longue, je me sens comme à la maison à Calcutta. Je pense que ça m'a aussi ouvert les yeux sur le fait qu'on est des créatures qui s'adaptent et qui peuvent s'adapter à beaucoup de choses. Ça prend du temps, il faut être patient avec soi-même. Mais finalement, et puis l'Inde, tu y es allé, mais en termes d'accueil et en termes d'apprentissage de la culture, enfin, c'est très, très, très riche. Donc, j'ai eu beaucoup de choses à apprendre et beaucoup de chance de découvrir cette culture-là et d'y vivre. Avant que j'oublie, je te donne une petite citation d'un ami qui s'appelle Oscar. Oscar il a 18 ans. C'est le fils de 2 amis. Lui est bengali et elle est française, donc le même schéma que Megdout et moi. Et Oscar, donc leur premier fils, m'a dit un jour, je lui demandais, mais toi alors Oscar, fils d'un bengali et d'une française, tu te sens plus français ou bengali? Et il m'a dit, mais tu sais quoi, je me sens 100% bengali et 100% français. Ah, amen. Mais c'est un peu ça, c'est-à-dire encore une fois, on n'est pas dans le... C'est pas la dualité, c'est l'union. Exactement. Pas le blanc et le noir, c'est le melting pot, c'est la nuance, c'est la rencontre des deux qui fait le 200% en fait. Bref, c'était beau. Ouais. Et même 300 peut-être. Même 300 et au-delà. Exactement. Et j'en étais où? Donc Oscar, qu'est-ce qu'il te dit? Ouais, Oscar, il me dit, voilà, 100% bengali, 100% français. Donc c'est exactement la manière... Je pense que je ressens un peu la même chose. C'est-à-dire que je me sens à la maison aussi bien en France qu'à Calcutta. Après cette transition, encore une fois, il y aura toujours une transition. Si tu oses changer de vie, entre guillemets, ou d'environnement, sois patient avec toi-même parce que c'est normal qu'il y ait une sorte de moment de temps d'adaptation où tu te cherches à nouveau dans des circonstances nouvelles. C'est normal. Mais maintenant, voilà, je suis tout à fait à l'aise dans les deux environnements. Et donc j'avais fait un petit peu j'avais complètement accepté le fait de vivre à Calcutta sur le long terme. Et c'est mon mari, Megdout, qui m'a surprise assez récemment en me disant que il envisageait de sortir un peu de la bulle professionnelle de Calcutta et de son chemin tout tracé d'héritier de Techno India, et qui voulait se remettre au défi en revenant en Europe, au moins temporairement. Et donc c'est pour ça qu'on est là en ce moment. Je ne sais pas exactement combien de temps on y sera. Toujours est-il qu'on est revenu de Calcutta en France il y a 4 mois à peu près. Que maintenant je travaille en tant que directrice exécutive donc du master SASI par lequel je suis passée moi-même il y a quelques années, donc je serai sur ce poste jusqu'à janvier, et après HEC Paris. HEC, ouais. Et après c'est l'inconnu, et je pense que si j'avais pas passé 5 ans à Calcutta, cet inconnu après janvier à relativement court terme du coup m'aurait stressée, parce que de personnalité, de culture, je suis quelqu'un d'assez structuré, qui a besoin de stabilité, de visibilité, etc. Et maintenant, c'est plus de la peur de l'inconnu, c'est de l'enthousiasme, enfin de l'excitation par rapport à l'inconnu. Je suis là, bah, tu sais quoi, en janvier, on ne sait pas ce qui va se passer après. Ça dépendra des opportunités que moi je peux trouver, des opportunités que Megdout pourra trouver, mais on ne sait pas ce qui se passe après janvier. Et finalement, c'est super parce que tout est possible, tu vois. Et ne pas être complètement enfermé dans une carrière ou dans une organisation où tu te dis j'y serai depuis 10 ans, enfin pendant 10 ans,
Et c'est très bien si tu es au sein d'une organisation qui te plaît, mais le fait d'avoir la possibilité de bouger, de se donner cette possibilité-là aussi, de se dire, tu sais quoi, j'ai adoré cette période-là, il est peut-être temps de bouger, ou peut-être temps de découvrir autre chose. C'est une chance, en fait, plus que ça ne devrait être une peur. Mais ça, je ne t'aurais pas dit ça il y a 5 ans, ça c'est sûr. Ouais. C'est une chance plutôt que ça ne devrait être une peur. Peut-être que c'est une chance dans la peur aussi, tu vois, là, si on revient sur cette idée d'union, ne plus avoir peur de l'inconnu. Enfin, c'est un vrai sujet, pour moi, l'inconnu. Enfin, j'en fais un objet d'étude, même l'inconnu. Le rapport à l'inconnu, la peur de l'inconnu, peut-être qu'elle est savoureuse aussi, cette peur. Et que c'est pas forcément la joie, la peur, mais c'est presque de la joie dans de la peur, peut-être. Ouais, exactement. Et c'était un petit peu ce même saut-là quand j'ai décidé de déménager à Calcutta. Je connaissais pas... J'étais allée une fois en Inde, mais je connaissais pas plus que ça. Et là, c'était vraiment l'inconnu parce que je connaissais personne. Enfin, vraiment, c'était... Tu mets 25 années derrière toi et tu reconstruis tout. Et j'avais hâte, en fait. J'avais peur, mais j'avais... Voilà, c'est encore une fois, c'est pas... Les deux se mêlent en parallèle. J'avais peur, mais j'avais hâte parce que... J'avais aussi une autre peur, c'était de rester dans le métro boulot dodo parisien. Et encore une fois, en parallèle, tu avais cette chance de dire « Ah, je vais peut-être avoir cette chance de construire une ligne de vie plus originale que ce à quoi j'étais appelée. » Et ça m'a plu. Et pareil, tu le sens chez mes parents aussi, les émotions, c'est vraiment des émotions parallèles et parfois paradoxales en même temps. Quand j'entends maman, par exemple, discuter avec des amis à elle et parler de ses enfants, à la fois, effectivement, elle peut être triste qu'on soit aussi loin, mais il y a une sorte de bonheur et de fierté à dire « Ah, elle a fait ça !» et je ne sais pas comment dire. Très bien, ça parlera au mien aussi. Et peut-être à plein d'autres parents. Oui. Et donc voilà, la peur se mêle à l'excitation, la tristesse se mêle à la fierté. Je pense qu'il faut, encore une fois, être dans la réflexivité de ces émotions-là et te dire que c'est OK de ressentir les deux en même temps et c'est peut-être sain aussi d'avoir cet équilibre des émotions-là. Et donc, tu me dis, en janvier, tu sais pas ce qui se passera, mais c'est un canevas complètement ouvert en termes de possibilités. Et ça, c'est plutôt cool. Donc ça, c'est la prochaine étape. Et dans celle actuelle, il y a le retour en France. Et donc, t'évoquais la nécessité d'adaptation quand tu arrives dans une nouvelle culture en Inde. Donc, tu viens ajouter un autre 100% à ta culture française. Là, tu reviens après 5 ans, même si tu as eu un lien fort pro et perso. Mais il y a une réadaptation à faire à un milieu qui est censé être le nôtre. Donc, il y a peut-être quelque chose d'ambigu aussi dans ce retour. Comment tu le vis, toi, ce retour? Alors, il y a 2 choses dont j'ai envie de parler là. La première, c'est apprendre et réapprendre à se connaître au fur et à mesure. C'est-à-dire que, un peu par hasard, je me suis retrouvée entrepreneur à la tête de WAIST à Calcutta. Je l'avais pas forcément prémédité, je m'étais jamais dit je veux entreprendre. C'était vraiment un besoin, le besoin de créer ce réseau qui allait m'aider à remplir ma mission professionnelle, notamment au sein de Techno India. Et donc je suis un peu devenue entrepreneur voilà, spontanément, par défaut, par besoin. Et au bout d'un certain temps, j'ai adoré et j'adore toujours parce que WAIST continue d'exister. Il y a une de mes collègues qui a un peu repris la main en mon absence pendant que je suis en France. Mais voilà, réapprendre apprendre à connaître son nouveau soi parce que tu changes en fait en permanence. Avoir cette réflexivité de te dire ok, bon, ça fait 5 ans que j'entreprends avec WAIST.
qu'est-ce que j'ai aimé, est-ce que je suis compétente, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est mal passé, qu'est-ce qui me manque pour aller au-delà. Enfin voilà, toutes ces questions, c'est bien de faire le bilan. Je reviens à mon père qui, à chaque fois qu'il en a l'opportunité et qu'on se retrouve à un dîner ou à un moment en famille, il dit « Allez les cocos, c'est l'heure du bilan ». Et là, il nous pose des questions. C'est quoi le genre de questions? Oh, ça dépend après des circonstances, mais c'est « Bon alors Pauline, comment ça se passe ces 2 premières semaines de retour à HEC? C'est quoi tes grandes conclusions et tes grands apprentissages? Qu'est-ce que tu as appris cette semaine, Arnaud ?» Et enfin, tu vois, voilà. Avec un père thérapeute. Avec un père thérapeute, exactement. Et il faudrait que tu le rencontres. Et oui, et donc avoir cette réflexivité-là, faire le bilan, pouvoir faire le bilan de cette expérience à WAIST aussi. Je me suis rendu compte en faisant ce bilan que je pense que professionnellement, je suis plus adaptée et plus compétente au sein d'une structure. Et j'avais l'envie et le besoin de me placer au sein d'une structure avec une stratégie déjà en place, avec des collègues. Enfin, tu vois, WAIST, effectivement, c'est une organisation en soi, mais c'est moi qui prends toutes les décisions stratégiques. C'est une petite équipe. Et donc, c'est vraiment des natures de jobs très différents. De se retrouver à HEC, c'est à peu près 800 collaborateurs si tu comptes l'ensemble des collaborateurs plus professeurs, etc. C'est une organisation qui est assez, qui date un peu, qui est déjà très très bien structurée. Et je savais, j'avais le besoin de retrouver cette structure-là. Donc savoir aussi parler, tu vois, quand tu commences à être entrepreneur, de refaire le bilan de temps en temps et se dire, est-ce que j'y suis bien? Est-ce que je passerai pas la main? Est-ce que je me ferai pas une pause pour revenir mieux? Enfin voilà, il y a toutes ces questions-là. Et à ce moment-là, en m'écoutant, j'avais vraiment le besoin de retrouver une assez grosse structure avec des responsabilités très claires. Et en fait, il y a eu cette opportunité, encore une fois, le timing était incroyable, cette opportunité de prendre ce poste jusqu'à janvier, à la direction exécutive d'un master que j'avais tant aimé. Et là, je m'éclate, enfin, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, après ça, est-ce que je resterai à HEC? Est-ce que je reviendrai et je continuerai à m'occuper de WAIST? Est-ce qu'on va s'installer ailleurs? Vraiment, en janvier ou janvier-février, tout est possible, quoi. Je ne sais pas. Mais voilà, je pense apprendre à connaître son nouveau soi régulièrement, parce qu'on change en fait. Et non seulement on change, mais selon les étapes de vie, tu as des besoins différents à différents moments. Et savoir prendre ses décisions par rapport à ça. Donc il y avait ça dont je voulais parler par rapport à la réadaptation en France. Et il y avait... donc ça, c'est un peu plus au niveau professionnel. Donc ça se passe bien. Et je me sens... Parce que, bon, j'ai été élevée en France aussi, donc je me sens un petit peu plus comme un poisson dans l'eau avec cette culture professionnelle en France. Donc la réadaptation s'est bien passée. Et après, tu as une réadaptation personnelle aussi, au niveau personnel, au niveau familial, où... Là, ça se passe bien aussi, mais pareil, c'est pas évident parce que on est à l'âge. Donc, mes parents, ensuite, on est 3 frères et sœurs. Et on a maintenant un peu on a un peu toutes nos pièces jointes. C'est-à-dire que moi, je suis mariée à Mekdout. Ma sœur a son copain depuis très longtemps. Mon frère a une copine aussi. Donc en fait, c'est une sorte de... C'est même pas lié au fait que Mekdout soit indien ou pas, c'est-à-dire qu'on mixe un certain nombre de cultures familiales différentes, de personnalités différentes. Et c'est un nouveau paradigme familial, en fait, où il faut apprendre à accueillir de nouvelles personnalités, à faire avec les différences, Tu vois, par exemple, on se faisait la réflexion il n'y a pas très longtemps, on a eu certains moments tous en famille ces derniers temps. Et il y a beaucoup de différences entre à la fois les personnalités qui se sont rajoutées à la famille et les identités de couple aussi qui se sont formées. Et c'est un mot qui semble bateau, mais qui a pris un peu plus de sens, en tout cas dans ces circonstances ces derniers temps, c'est le mot de tolérance et le fait d'accepter la différence.
sans apporter cette couche de jugement négatif qui peut être parfois très français, sans faire de généralisation. Donc ça, c'est un petit peu piégeux. Il faut apprendre un peu à naviguer ces nouvelles données familiales. Et je suis en plein dedans là, mais ça va. Voilà, encore une fois, apprendre à être patient, à la fois à être patient avec ce processus d'adaptation et savoir, encore une fois, se remettre en question, bouger et être assez flexible pour accueillir ces nouvelles données de vie, en fait. Ouais, je comprends très bien ce que tu veux dire, c'est de goûter à l'international, à la frontière de la rencontre des cultures, à une forme de tolérance qui est presque surprenante quand on ne la connaît pas, et revenir dans quelque chose qui peut être brutal parfois, et peut-être que le Graal de la tolérance, c'est peut-être de tolérer l'intolérance. Oui, c'est vrai. Ouais, il est dur celui-là. Mais oui, c'est ça, exactement. Et ça s'est montré un petit peu plus ces derniers temps parce qu'on s'est réinstallé ici, donc on est plus en contact avec ma famille pour une fois. Parce que ces 5 dernières années, c'était plutôt à moi d'aller faire les efforts d'intégration et à la famille de Mekdout aussi d'aller faire les efforts de m'intégrer alors que j'étais très différente. Là, c'est un peu l'inverse qui se passe avec vivre avec un Indien et vivre avec un Français, c'est pas la même chose. C'est pas les mêmes habitudes de vie, c'est pas les mêmes réflexes au quotidien. C'est pas donc c'est deux langages différents. Même si Mekdout parle bien français, c'est pas une question de langage linguistique, c'est une question de compréhension des comportements et de tolérance des comportements. Donc c'est des problématiques que là je découvre un petit peu de manière très concrète. Mais c'est bien, c'est sain de passer par ces moments-là, parce qu'encore une fois, dans la réflexivité, dans le dialogue, dans la communication avec les membres de ta famille, tu sens que tu avances. Hier soir, j'ai eu ce genre de conversation avec mon frère, et sans cette conversation-là, je pense que elle était fondamentale, cette conversation. Et elle est née de moments un peu difficiles, pas forcément très confortables de ces derniers temps. En est née cette conversation réflexive et qui a amené beaucoup d'apprentissage et de conclusions. Et je pense qu'à partir de là, on ne peut qu'avancer en s'en parlant. Il y a une des problématiques dont je lis un petit peu dessus aussi, et c'est une des problématiques qui est chère à mon père aussi, donc on en parle beaucoup. C'est la problématique de l'échec et le fait que tu peux prendre soit l'échec, soit la difficulté un peu comme référence, mais c'est vrai, et je l'ai ressenti ces dernières années. Tu n'apprends pas grand-chose du succès, en fait, et c'est les moments de difficulté et potentiellement d'échec qui te questionnent, qui te font te questionner et qui te font avancer. Tu apprends beaucoup plus, en fait, de la mise en difficulté que de la mise en succès. Et donc, même si c'est pas évident sur le moment, tu sens que tu apprends, tu sens que tu avances et tu sens que tu grandis en sagesse aussi. Mais si ces moments un peu difficiles n'ont pas lieu, c'est une opportunité d'apprentissage perdu, en fait. Voilà. Ouais, c'est... Ça m'amène sur une autre porte, mais je te l'énonce, une réflexion que j'ai sur, effectivement, on apprend dans la difficulté, à quel point quand l'opportunité d'apprentissage de la difficulté apparaît, on la prend consciemment ou pas, tu vois, ça c'est une vraie réflexion que j'ai. Complètement, ouais. Encore une fois, la nécessité de... Si ce n'est écrire, peut-être qu'il y a d'autres, tu vois, d'autres techniques, il y a peut-être d'autres méthodes qui marchent pour différentes personnes, mais je pense que ce soit l'écriture ou le fait ou la méditation ou le fait de se poser en silence, on le fait plus ça, hein, mais prendre ne serait-ce que 5 minutes en fin de journée et se dire qu'est-ce que j'ai vécu aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce qui était dur, qu'est-ce qui était facile, ces grandes questions, on ne prend plus la peine de se les poser, et je pense qu'elles sont tellement riche que j'essaie de plus en plus de le faire aussi. Mais moi, ça prend un peu plus la forme de l'écriture quand j'en ai le temps. C'est marrant, quand tu parles, tu dis beaucoup tu et on, et je suis en train de m'imaginer te réécouter. C'est comme si tu te parlais à toi-même, tu vois. C'est marrant d'utiliser le tu dans un podcast, justement, à cette fin-là, pour que ça vienne parler à celui qui écoute aussi, finalement. Sur ce sujet, c'est aussi une autre différence culturelle que j'ai remarquée. Alors ça se voit
à travers Meghdout et moi, mais du coup, je pense que ça se voit aussi de manière plus générale, culturellement, France versus Inde. Euh, la capacité à parler de soi. Il y a toujours cette espèce de timidité ou d'humilité culturelle en France qui fait que tu prends pas trop d'espace. Tu as du mal à te mettre en avant. Et évidemment, il faut pas que tu le fasses à l'extrême dans tous les cas, parce que si tu voudrais pas tomber dans l'arrogance ou la négligence de l'autre. Enfin, tu veux vraiment... la culture française t'invite plutôt à donner l'espace aux autres plutôt que de prendre l'espace toi. Et en Inde, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que c'est... Alors, d'où est-ce que ça vient? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs, mais le fait qu'effectivement, il faut que tu tires un peu plus ton épingle du jeu. Il y a tellement de personnes et de concurrence là-bas. C'est une culture qui est encore très concurrentielle. Et c'est pas la seule culture à être concurrentielle par ailleurs. Mais tu dois tirer ton épingle du jeu, tu dois, comme on dit en anglais, stand out, te sortir la tête du lot pour pouvoir avoir cet espace d'expression et ce succès relatif, entre guillemets, qui est pas forcément très sain, mais toujours est-il que on le voit avec Meghdout et moi, je suis française, je viens de cette culture qui a fait de moi quelqu'un de relativement timide, à ne pas forcément oser me mettre trop en avant, voilà, à donner un espace assez équitable à tous ceux qui le partagent avec moi. Et Meghdout, et il y a des pour et des contre dans les deux sens, hein, pas de jugement là-dessus. Meghdout m'a appris aussi à... Il prend beaucoup d'espace, il est plus grand que la vie, il parle beaucoup de lui, c'est un storyteller né, et c'est ce dont je te parlais tout à l'heure, c'est que oui, bien sûr, il est amené à parler de lui-même de temps en temps, mais ça a fait grandir en lui des compétences hyper transverses de savoir convaincre, de savoir aussi prendre l'espace quand c'est nécessaire, tu vois. Et quand tu parles de sujets sur l'impact social et environnemental, il y a un moment, il faut prendre la parole, il faut te positionner, il faut oser s'exprimer, et donc, il m'a toujours encouragée à, plus que je ne l'aurais fait spontanément moi-même, à exprimer cette histoire de vie qui est la mienne, qui est potentiellement relativement intéressante pour certains, je ne sais pas, alors que spontanément, je ne l'aurais pas fait, tu vois. Et l'Inde m'a offert beaucoup de ces opportunités, enfin Calcutta, de partager, de faire part d'un témoignage. Et je pense que aussi bien l'écriture, le fait de ce qu'on fait exactement là avec toi aujourd'hui, de verbaliser qui tu es, ce que tu fais, pourquoi tu le fais. Si tu ne fais pas ce boulot-là, tu mettras pas les mots dessus et tu le conscientiseras pas. Donc il y a des pour et des contre, mais voilà, tu trouves encore une fois la nuance, l'entre-deux. Tu t'éloignes du blanc et du noir, des extrêmes, et tu te construis. Et donc sur le fait de porter sa voix, porter un message, quel est le message que tu as envie de porter, toi? Très bonne question. Il y en a de nombreux qu'on pourrait porter sur ces sujets-là. Après, alors je te partage quelque chose qui est un peu délicat à porter à l'intérieur, c'est quand tu travailles sur des sujets sociaux et environnementaux, tu es amené à réfléchir à ton empreinte carbone. Et par la nature de mes choix, notamment familiaux et par mariage, je vis entre deux continents, ce qui m'amène à devoir prendre l'avion, beaucoup plus que je ne le voudrais. Et c'est une dissonance cognitive avec laquelle il va falloir que j'apprenne à vivre. Et il faut que je trouve un moyen de minimiser ces allers-retours tout en rendant visite à mes deux familles, entre guillemets. Donc ça, c'était une réalisation sur le tard que j'avais pas forcément anticipée au moment de faire certaines décisions de couple, peut-être. Là où je veux en venir, c'est que encore une fois, il faut montrer de la réflexivité par rapport au message pour lequel tu es le plus pertinent. Et ça, c'est vraiment hyper personnel, parce que chacun a des expériences très différentes. Et il y a des messages pour lesquels tu vas être complètement légitime,
Et il y en a d'autres, ça doit pas être les tiens. Même si tu y crois, même si tu es convaincu que c'est la vérité et que voilà, tu peux les faire passer en mineur, mais ton message principal, il doit être en accord avec tes actions, avec ta ligne de vie, avec tes choix personnels et professionnels, parce que tu peux pas, idéalement, ton message et tes actions sont alignés. Et donc c'est pour ça que voilà, j'essaie toujours de réfléchir avant de parler, parce que de par ma vie personnelle, et il y a beaucoup de débats là-dessus en France notamment. La France, c'est le pays du flight shaming, comme on l'appelle. En Inde, c'est l'inverse. C'est-à-dire que plus tu prends l'avion en Inde, plus tu vas peut-être bénéficier, en tout cas maintenant, je pense que ça va changer avec le temps, mais plus tu vas bénéficier d'un prestige social et professionnel, du fait que tu peux prendre l'avion, tu peux voyager, tu peux aller dans différentes villes du pays, aller à l'international, qui est quelque chose de beaucoup mis en valeur dans la culture indienne. Donc c'est comment est-ce que tu trouves ton équilibre entre ces deux messages-là et ces deux cultures-là? C'est un peu le bazar. Toujours est-il que mon message clé, et c'est aussi pour ça que j'ai choisi de travailler dans le secteur de l'éducation, c'est d'essayer d'amener chacun et chacune, étudiante le plus tôt possible, à justement être très réfléchi par rapport à ses choix de carrière. Et d'ailleurs, il y a quelque temps, pendant la pandémie, je crois que c'était, pareil, j'avais un peu plus de temps et je me suis mis à penser à ce qu'on appelle les 17 objectifs du développement durable, ou les SDGs, Sustainable Development Goals en anglais. Je me suis dit, ils sont pratiques et pas pratiques à la fois, ces ODD, parce que c'est très bien, ils donnent une vision collective et permettent d'aligner beaucoup d'individus et d'organisations via ce même cadre-là, cette même ligne d'action, et par là même, du coup, est très, très utile. Mais au niveau individuel, très peu actionnable, enfin, très peu traduisible sur, OK, bon, bah, SDG, donc ODD numéro 1, No poverty. Numéro 2, zero hunger. Numéro 3, good health and well-being. Bon, numéro 4, quality education. C'est des énormes sujets qui te disent rien sur comment est-ce que toi tu peux activer et tu peux agir en faveur de ces objectifs. Et donc je pense que mon message il est un peu là, et mon travail aussi, c'est que je me suis dit, ok, comment est-ce qu'on fait pour faire passer, pour rendre plus activable cette vision générale au niveau individuel. Et ça m'a amené à créer deux cadres complémentaires aux ODD. Donc les ODD, donc c'est les SDGs. Ensuite, j'ai sur le même modèle complémenté les SDGs par les SDFs, donc Fields, et les SDEs, Enablers. Bon, très très gros. Ça dit que les ODD, ça t'invite finalement à te positionner par rapport aux causes qui te tiennent à cœur. Est-ce que tu es plus intéressé par la pauvreté et la réduction de la pauvreté? Est-ce que tu es plus intéressé par l'action climatique? Est-ce que tu es plus intéressé par la réduction des inégalités sociales? Est-ce que tu es plus intéressé par l'égalité des genres? Enfin, encore une fois, on revient à cette idée de ces défis sociaux et environnementaux, c'est un jeu d'équipe, et tu peux pas te positionner sur les 17 ODD en tant que personne unique, c'est pas possible. Donc, ODD, quels sont peut-être les 1, 2, top 3 ODD qui te tiennent à cœur, qui te parlent? Pourquoi? Parce que, je sais pas, soit tu as une expérience personnelle qui te relie à l'un d'eux, soit tu es vraiment attiré par intérêt et passion par l'un d'eux, ou un ou deux ou trois. Le deuxième cadre, les Fields, SDFs, en fait, c'est une liste de 17 secteurs. C'est vraiment très, très bateau, hein, très basique. Tu as le secteur du textile et de la mode, tu as le secteur des énergies, tu as le secteur du tourisme, tu as le secteur de la pharma, enfin, tu vois, tu as tout un tas de secteurs. Quel est ton secteur à toi? Ou le top 2, top 3 des secteurs qui, toi, t'intéressent, dans lequel tu as envie de faire grandir tes compétences? Et du coup, potentiellement, là où tu veux venir te positionner professionnellement. Donc, alors que les ODD, c'est ton why, c'est ton pourquoi. Les fields, les secteurs, c'est ton où.
Et les SDEs, donc les enablers, c'est le moyen, c'est ton how, c'est ton comment. Et en fait, les SDEs, c'est 17 leviers d'action. Par exemple, la neuroscience et la psychologie, l'entrepreneuriat et l'innovation, les mouvements citoyens et les communautés, les cadres légaux et judiciaires, tous les leviers d'action qui peuvent te permettre potentiellement dans tes secteurs de choix de contribuer à la réalisation des ODD. Là, ce que tu as formalisé, tu l'as fait dans le cadre de ta nouvelle prise de fonction, tu l'avais déjà fait? Personnellement, ça devait être en 2010, j'ai pas envie de te dire des bêtises. Ça devait être en 2020, quelque chose comme ça. C'est un truc qu'on peut partager avec les auditeurs? Ouais, je me dis que ça pourrait intéresser beaucoup de personnes. Complètement, ouais, avec plaisir. Je t'enverrai la référence. Et à partir de ce moment-là, inviter... Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui essaient de me contacter, qui me contactent et qui me disent... Bon, moi, je fais ça, je suis étudiante ou jeune professionnelle et j'ai envie de me reconvertir dans le développement durable. Et mon message, c'est... Tu peux le faire, peu importe où tu es, que tu fasses de l'audit ou que tu sois en ressources humaines ou que tu sois dans l'éducation ou que tu sois à la stratégie ou que tu sois à la supply chain, tu as toujours des moyens de rendre ta position et ton secteur plus durable. À la fois plus durable environnementalement et plus inclusif socialement parlant. Et je pense que c'est, encore une fois, ça vient aussi, toutes ces réflexions, elles viennent du fait que je suis passée par une école de commerce et je trouve qu'il y a ce qu'on pourrait appeler le syndrome de l'étudiant d'école de commerce, c'est-à-dire tu es bon en tout et en rien. Tu te définis, c'est très difficile de trouver cette ligne de vie et cette cohérence dont on parlait tout à l'heure, parce que tu ne peux pas te dire experte en quelque chose. C'est hyper et je trouve que ça me mène à un inconfort un peu intérieur. Et donc, le fait de pouvoir trouver ce que j'ai appelé dans le cadre de ces trois modèles, ta personal key combination, donc ta combinaison personnelle, ton code perso, quoi, ces 2-3 ODD, ces 2-3 secteurs et ces 2-3 leviers d'action qui vont être les tiens de par tes intérêts, tes compétences et ta personnalité, et construire cette niche pour toi-même de compétences qui d'ailleurs te rendra potentiellement plus efficace à la réalisation des ODD et à ce combat un petit peu collectif qu'on a par rapport à ces défis sociaux et environnementaux. Et non seulement tu t'en sentiras mieux personnellement parce que tu pourras te définir auprès des autres et auprès de toi-même de manière plus claire, mais tu seras potentiellement plus efficace parce que tu te seras pas perdu dans l'envie diffuse de vouloir tout faire et de vouloir tout régler et de vouloir sauver le monde sans l'aide de personne. Donc trouver cette complémentarité des individus et évidemment savoir jouer des synergies de telle sorte à ce que 2 + 2 ne fasse pas 4 mais plus. Je pense que c'est vraiment des leviers hyper importants dans notre capacité à accélérer la transition. Bravo, vous êtes arrivés à la fin de ce 2e épisode où nous voyageons à travers le parcours de Pauline. Dans ce 2e épisode, on s'est concentré surtout sur l'engagement, notamment envers les objectifs du développement durable et comment on peut rendre ça concret aussi dans nos carrières. Et dans le dernier épisode, nous allons, pour terminer, nous concentrer sur l'éducation et la quête de sens. Bravo, vous êtes arrivé à destination de cet épisode Move & Meet. Merci de le partager à 2 personnes autour de vous, de demander à vos amis de s'abonner et de mettre une note 5 étoiles avec un commentaire. C'est ce qui permet de faire vivre le podcast. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez besoin d'être accompagné dans vos challenges professionnels, je serai ravie de faire avec vous un point sur votre situation si vous m'écrivez sur www.coperspectives.com. Je suis Camille Fitoussi, j'ai hâte de vous lire et je vous dis à très bientôt.